Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir. C'est avec notre consultant politique Agapite Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, l'actualité est marquée par la descente au Bénin de successives délégations, on pourrait le dire ainsi, puisque du 7 au 10 février 2021, Mohamed Ibn Chambas, qui est l'émissaire de l'ONU, a séjourné donc au Bénin et rencontré les diverses composantes de la classe politique béninoise et également a rencontré le président Patrice Talon. Et puis, depuis le 10 février, séjourne au Bénin une mission de la CEDEAO. Agapite Napoléon Maforican, pourquoi toutes ces missions? Toutes les missions parce que la paix et la sécurité sont devenues depuis un bon bout de temps, depuis longtemps d'ailleurs, des facteurs essentiels à la préservation d'un monde meilleur. La paix et la sécurité sont des fondamentaux pour la vie en communauté. Les élections constituent un moment de tension dans le monde entier et surtout dans les pays en voie de développement, les nouveaux pays indépendants, les pays africains notamment. Ces moments des élections sont marqués souvent par des malcompréhensions, l'absence de dialogue, les débats sur la législation, et donc un certain nombre de situations qui prévalent et qui sont des situations propices un peu à la tension, aux crises et aux conflits. Et c'est pour prévenir que ces missions arrivent. Ces missions viennent pour évaluer la situation. C'est des missions d'abord d'information et d'évaluation. Et ça permet aux différentes délégations de rencontrer les différents acteurs, les parties prenantes de ces élections-là, acteurs étatiques, acteurs civils, acteurs impliqués, c'est-à-dire candidats, partis politiques, les acteurs sociaux, enfin les acteurs non politiques ou non organisés comme les ONG, et ainsi de suite. Les médias normalement. Donc, essayer de les rencontrer pour avoir suffisamment d'informations. Mais avant d'arriver, ils s'informent déjà sur la législation, la faiblesse et la force de la législation, les débats concernant la législation. Et donc, ils sont suffisamment outillés pour pouvoir écouter chaque partie. Et donc, ils viennent également pour confirmer ou non certaines informations qu'ils ont peut-être reçues de loin. Exactement. Non, ils ont déjà les Nations Unies, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, ils ont assez d'informations. Ils ont des représentants dans nos pays, ils ont les nôtres dans leur pays, ils ont assez de canaux d'informations par lesquels ils peuvent avoir des informations. Mais ils vont à la... Ils s'ouvrent, ils vont à l'écoute de toutes les parties prenantes pour pouvoir mesurer l'ampleur de la situation et faire des recommandations en cas de besoin. Et justement, la recommandation quand même faite, la principale recommandation de Mohamed Ibn Chambas, par exemple, c'est le dialogue. Il appelle les acteurs politiques au dialogue parce qu'il a justement noté que les modalités de participation ne reçoivent pas l'assentiment de tout le monde. Donc le dialogue reste la principale recommandation. Non, en fait, c'est au terme de la séance avec les différents partis politiques que les récriminations, il a été porté à sa connaissance. Enfin, il y en a qui se sont pris à lui en disant que bon, en 2019, il était là, il n'aurait pas fait un bon rapport, il aurait fait un rapport en faveur du gouvernement et aux diplomates onusiens de répondre que il ne lui appartient pas de s'ingérer dans nos affaires et que bon, lui c'est une mission d'information. Les acteurs doivent se parler. S'il y a des difficultés, c'est les acteurs béninois même qui se parlent. Et au besoin, ils peuvent écrire maintenant aux Nations Unies pour demander une médiation. Les Nations Unies étant là pour promouvoir la paix et la sécurité, sont disponibles pour conseiller, pour accompagner, pour aider. Est-ce que les autorités d'un État, par exemple, ou les autorités béninoises, pourraient manipuler ces gens de délégation pour un rapport favorable à eux? Non, c'est trop sérieux ces organisations. En fait, ce qui dérange en fait, l'opposition et qu'elle doit comprendre dans tous nos pays,
Et je me rappelle encore en 2010-2011, Jean Ping était ici, les gens pensaient que ça allait changer grand chose. Jean Ping était le président de la commission de l'Union africaine à l'époque. Donc, les gens pensaient que ça changeait grand chose, surtout l'opposition qui ne voulait pas de la LEPI pensait que Jean Ping pourrait faire pression sur le président Yahi pour qu'on aille aux élections sans la LEPI. Mais c'est pas possible. Ils ne viennent pas pour imposer la législation de leur pays. Ils ne viennent pas pour imposer. L'Union africaine n'a pas une législation particulière. Ils viennent de standards. On a le pacte international des droits civils et politiques qui est déjà là, qui est un document et qui a beaucoup d'autres actes auxquels nous avons souscrit et qui orientent les conditions de l'année des élections. Donc, on regarde ces documents, on regarde la législation nationale pour voir est-ce que l'élection est ouverte à tout le monde, est-ce que tout le monde est mis sur les mêmes conditions, est-ce qu'il y a une législation claire et nette, est-ce que cette législation existe depuis un certain temps, est-ce qu'il y a eu avènement opportuniste ou non de nouveaux tests. Est-ce que les acteurs s'entendent sur la lecture, sur le contenu des tests? Donc, chaque étape donne lieu à une analyse. C'est au terme de ça qu'au regard des formats et des standards auxquels nous tous avons souscrit, donc nos pays, c'est au terme de ça que ces organisations, ces missions font leur rapport. Or, nos oppositions veulent que on vienne les départager avec les pouvoirs. Ce n'est pas le rôle des organisations internationales, ni des Nations Unies, ni de l'Union africaine, ni de la CEDEAO, ni de l'UEMOA. Ils ne sont pas des organes de contentieux. Ils ne viennent pas gérer le contentieux dans nos États. Ils viennent voir si nous sommes en phase avec les standards auxquels nous avons souscrit. Et si peut-être il y a des difficultés, ils essayent d'aider à accompagner, d'aider à arrondir les angles, d'aider à libérer les écarts pour que les processus se déroulent dans la paix et dans la sécurité. Voilà. Pour qu'au lendemain des processus, il n'y ait point crise, pour que les gens continuent d'aller et de venir librement après les élections. Donc, le plan qui a été fait à Ibn Samba, c'était qu'en 2019, il n'a pas déclaré que, bon voilà, les élections, que la Cour constitutionnelle avait inventé un certificat de conformité et que, bon voilà, que le processus se déroulait dans des conditions d'exclusion. Est-ce qu'on aurait dû vouloir que la CEDEAO, que l'UE, les Nations Unies disent? C'est pas. Mais n'oublions pas qu'au terme des élections, les Nations Unies avaient suggéré qu'il y ait débat, un dialogue. Le dialogue qui avait été opportunément organisé par le gouvernement, mais bon, qui a donné lieu à ce que nous savons et sur lequel je ne veux pas revenir. Est-ce qu'en réalité, ces missions d'information dont nous parlons aujourd'hui pourraient faire que, c'est-à-dire que quand le rapport n'est pas peut-être reluisant, est-ce qu'il peut arriver que ces organisations décident de ne pas envoyer d'observateurs pour couvrir, en fait, pour quand même observer ce qui se passera pour l'élection présidentielle? Je pense que ça s'est passé à des niveaux donnés ou à des moments donnés, lorsqu'ils ont l'impression que le scrutin est visiblement vicié. Visiblement vicié. Il me semble que c'est passé. Mais, une fois encore, c'est des solutions extrêmes. Ils ne sont pas là pour s'ingérer dans les affaires intérieures. Parce qu'il y a la souveraineté de chaque État. Exactement, mais chaque État ayant souscrit à des standards au niveau international, parfois on nous oppose effectivement ces standards, et donc nos signatures, et donc un certain nombre de situations. Mais dans le cas du Bénin, il faut être clair, ces missions n'ont pas grand-chose à recommander, que peut-être la paix, que le dialogue et la concertation. Or, aujourd'hui, on est en face. Vous voulez dire que le Bénin est particulier? Est-ce qu'il y a une spécificité qui fait que, justement, les missions qui viennent, voilà, naturellement? Je veux vraiment vous dire que la situation par rapport à 2019 s'est beaucoup améliorée. D'autant qu'il y a eu le dialogue politique. Il y a eu les tests qui sont là depuis 15 mois. Les tests qui ont déjà été expérimentés, qui ont déjà été éprouvés par les élections communales. Donc, il n'y a pas rien n'est nouveau, en fait. Sauf que certains ont découvert certaines contraintes tardivement et se sont mis à bruire autour et à créer peut-être une situation conflictuelle ou délicate. C'est peut-être la nouveauté. Sinon, en réalité, si les acteurs jouaient le jeu, disons de la franchise et du dialogue franc,
Je pense que ça aurait pu permettre peut-être aux gens, aux députés, peut-être de retoucher peut-être certaines élections. En 2019, il y a eu un comité paritaire pour corriger les tests. Donc, c'était la question de parrainage, peut-être, qui aujourd'hui essaye de diviser tout le monde, enfin, que beaucoup essayent d'agiter comme l'élément de blocage, aurait pu faire l'objet peut-être d'échanges dans une atmosphère beaucoup moins crispante qu'aujourd'hui, parce que à partir du moment où on rentre dans les 6 mois avant les élections, l'atmosphère n'est plus saine. Tout le monde est déjà cambré, calibré et orienté vers les élections. Alors, attendre qu'il y ait des dialogues francs, que les gens se parlent, c'est difficile. C'est difficile. C'est un moment délicat en matière électorale. C'est pour ça que c'est toujours mieux que les gens prennent leur temps. Regardez notre Sénat, elle est en place depuis 7 ans pratiquement. Depuis 7 ans. Donc, elle n'est pas nouveau. Elle a des acquis. Elle a suffisamment d'expérience. Et elle le démontre sur le terrain. Regardez notre législation, c'est en place depuis 15 mois au moins. Donc, c'est une législation qui n'est pas si nouvelle que ça, qui devrait être connue connue par les acteurs. Donc, personne ne devrait être surpris par ce qui se passe chez nous. Tout le reste. Donc, ces organisations ne peuvent pas ne pas constater cette réalité. Évidemment, ils constateront que le pouvoir et son opposition n'arrivent pas toujours à parler du même langage. Quand on dit son opposition, il faut comprendre que c'est une partie de l'opposition, parce qu'il y en a une autre qui est dans une autre posture, pas de blocage, celle-là. Donc voilà où le pouvoir et ses oppositions, parce qu'également, on a écouté une autre opposition par rapport aux autres. Tout à fait, voilà, le mouvement populaire de libération. Pour ne pas le citer. Donc, vous comprenez que c'est pas aussi mécanique que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'atmosphère de l'élection, l'ambiance, elle est beaucoup plus saine qu'en 2019. Mais les crises sont toujours là, les mécontentements sont toujours là, les rejets sont toujours là, les rejets de la législation, je veux dire. Et donc, certains vont utiliser ça sans doute à fond pour essayer de créer un peu de discrédit, enfin de jeter un peu le discrédit, de créer un roche sur le baudet, et donc de dire qu'ils ont été exclus. Je pense que ça, c'est ce que ces organisations vont essayer de faire. Pourtant, l'arrivée de ces organisations constituait ou constitue une occasion pour l'opposition, parce que on pourrait dire que l'opposition, parce que l'arrivée de ces organisations pourrait permettre quand même de réajuster un certain nombre de choses. Vous en avez parlé, mais l'opposition, ou du moins le Parti Les Démocrates par exemple, continue pas à parler des exigences pour une élection apaisée, inclusive. Oui, mais c'est ce que vous dites, c'est pas... Les exigences, ce n'est pas auprès des missions étrangères qu'on les met. On n'est pas en médiation, on n'est pas en bons offices. On est en mission d'information, tout court. On ne sait pas ni la médiation, ni les bons offices. Hein? C'est pas le ministère ça. Il y a tout de même... C'est des missions d'information. Peut-être d'évaluation de la situation, mais des missions d'information. Et ce n'est pas devant ces missions qu'on... Mais eux, ils vont dire ce qu'ils pensent. Ils vont dire qu'ils ont peut-être ils ont 4 exigences. Ils vont le dire. Après, la question de savoir quelle place ce type d'exigences ont dans le processus qui se déclenche. C'est-à-dire que avant 6 mois, vous étiez où? Pourquoi n'avez-vous pas évoqué ces cas? Et après, on regarde même la législation elle-même qui est criminée pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et je vous dis, rien de nouveau dans la législation, rien de nouveau dans les tests, puisqu'ils sont plus de 15 mois. Ils ont déjà été éprouvés par les élections communales. Les gens étaient censés savoir qu'ils peut-être pourraient avoir des difficultés et auraient dû monter au créneau plus tôt. En attendant les derniers moments, je ne pense pas qu'ils se crédibilisent devant même les missions des Nations Unies, de l'Union africaine ou de la CEDEAO. Après, les gens vont... Après, c'est évident. En dehors de cette mission officielle, il y a les sociétés civiles africaines, les autres qui sont un peu comme des organisations un peu syndicales, de certains groupes d'opposants et autres. Donc, là, eux, ils ont d'autres manières de voir les choses. Mais du point de vue les organisations étatiques et interétatiques qui existent et qui ont élaboré des formats, des standards, je pense qu'à leur niveau, ils vont recommander le dialogue.
Ils vont recommander. Et justement, quand on recommande... Ils vont recommander, mais ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas aller plus loin parce que c'est pas dans leur prérogative. Et les conditions actuelles ne les y obligent pas. Et quand on, justement, ils recommandent le dialogue, vous savez que Candidat Danaï, dans leur mémorandum, souhaite également le dialogue. Il y a le Parti des démocrates, on pourrait dire l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, qui également a parlé de dialogue. Quand est-ce qu'on aura ce dialogue dont on parle en réalité? Dans une atmosphère normalement apaisée, par la veille des élections. Vous voulez dire que ces moments-ci, on ne peut pas aller au dialogue, donc il faut le dialogue après l'élection. Quel est l'enjeu? Le meilleur dialogue, c'est d'aller aux élections. C'est le meilleur dialogue. Là, on interroge directement le peuple. Et c'est ça que ceux qui ont compris, ont compris opportunément, que le meilleur dialogue, c'est d'aller aux élections. Voilà. Et c'est le peuple qui tranche, et le peuple est là pour trancher. Donc, il faudrait que ce peuple aussi sorte lors des élections. Il faut qu'ils sortent massivement. On a dit plus de 5 millions de Béninois aux urnes. Donc il faut qu'ils sortent pour pouvoir montrer clairement qu'ils se sont exprimés. S'ils ne le font pas, ceux qui seraient sortis feront les choix à leur place. Et bon, voilà, ils devront assumer. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Aforican, consultant politique. Vous êtes par ailleurs expert électoral. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de la chronique du soir, la fin de votre émission, le grand soir, pour le compte de ce jeudi 11 février 2021. Vous suivrez après nous votre feuilleton, Les filles de la mafia, Palabre citoyenne, en nouvelle diffusion. Vous avez droit également à Raconte ta journée avec Stanislas Benouko à moi. Bonne suite de programmes sur nos antennes.